Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Généralement, lorsqu'on parle de sociétés initiatiques, nous avons tendance évidemment à y déceler, à y voir un très grand mystère, comme si dans ces sociétés initiatiques se passaient des choses qu'il serait difficile d'imaginer et qui de toute façon doivent rester absolument au secret vis-à-vis de ceux qui pourraient s'y intéresser. Alors, nous avons pris aujourd'hui l'une des sociétés initiatiques type, si l'on peut dire, de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle en Grande-Bretagne, la Golden Dawn, qui signifie l'aurore dorée, dans la mesure où cette société, d'une part, a eu une très grande influence culturelle et du point de vue de l'histoire des idées, et où, en même temps, elle peut servir à montrer ce qu'est réellement une société initiatique si elle répond au nom qu'elle porte, à ce que cela prétend emporter avec soi, c'est-à-dire une société à travers lesquelles l'adepte va faire un certain nombre de découvertes qui vont l'emmener tout au long d'un cheminement spirituel. Et ce n'est pas par hasard en même temps que la semaine prochaine, nous allons traiter d'une société qui, elle, est devenue un véritable phénomène sectaire, c'est-à-dire l'ordre du temple solaire, afin que nous puissions faire la différence à travers ces deux traitements, à travers ces deux études, à travers ces deux analyses, entre ce qu'est réellement une société initiatique, d'une part, et ce qu'est une secte de l'autre, et éventuellement d'y amener tous les éléments de discernement. Alors, pour nous accompagner dans ce cheminement, nous avons avec nous Jean-Pascal Rogiou, qui était historien de la Golden Dawn, et Marco Passi, qui est chercheur à l'École pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses. La Golden Dawn est née en fait en 1888, à l'époque où il y a eu une réaction un petit peu contre le positivisme et le scientisme triomphant, où c'était aussi les débuts de la société théosophique de Madame Blavatsky avec la découverte des doctrines orientales, évidemment vues à la façon des théosophes de l'époque. Hein. Mais ça a été fondé, la Golden Dawn a été fondée par des francs-maçons éminents. Il faut quand même pas oublier qu'elle est née dans un contexte assez particulier, où il y avait à cette époque-là en Angleterre une réaction de certaines parties des loges maçonniques qui voulaient revenir à une certaine forme d'ésotérisme un petit peu plus profond, et parce que c'était la vogue du spiritisme. Il ne faut pas oublier un petit peu l'époque, c'était la fin du siècle, la fin du 19e siècle, donc il y avait, je pourrais dire qu'il y avait eu la vague déferlante du spiritisme d'abord, et puis ensuite les débuts de la société théosophique avec toute la découverte des doctrines indiennes, puisque quand même les Anglais évidemment occupaient l'Inde, hein, donc il faut se placer un petit peu dans ce contexte-là. Donc il y avait une espèce de renouveau effectivement de la tradition ésotérique grâce au spiritisme d'un côté et puis de l'autre côté grâce à la théosophie. Et en même temps, dans la franc-maçonnerie, à cette époque-là, il y avait un désir de revenir dans les sources plus anciennes. Et la Golden Dawn est née au sein d'une société paramaçonnique qui s'appelait la Societas Rosicruciana in Anglia, qui était réservée aux maîtres maçons, et même des hauts grades en général, et qui avait pour but d'être une société plutôt de recherche sur la tradition Rose-Croix antérieure du XVIIIe siècle. Et donc, elle a été fondée par Westcott, Mathers et Woodman, qui étaient des francs-maçons éminents, et qui étaient les chefs de cette Societas Rosicruciana in Anglia, mais qui étaient très liés aussi à la société théosophique, et qui étaient des amis personnels de Madame Blavatsky. La fondation de l'ordre en soi-même était faite remonter à la découverte d'un manuscrit chiffré. Ce manuscrit avait été trouvé par Westcott, qui fut l'un des fondateurs de la Golden Dawn. Westcott avait trouvé ce manuscrit, il l'avait déchiffré et il avait trouvé qu'il contenait des rituels, des enseignements théoriques, etc. Donc, à l'intérieur de ce manuscrit, il y avait aussi une adresse d'une personne en Allemagne qui était le chef d'une branche allemande d'un groupe rosicrucien. Donc, il y a deux éléments. Il y a le manuscrit chiffré
Et là, c'est un manuscrit qui existe encore, ce n'est pas du tout mythique. On peut le consulter encore aujourd'hui. Et le contact avec cette branche allemande du mouvement rosicrucien. Il paraît que c'est Westcott lui-même qui a forgé l'échange de lettres avec la branche allemande et qu'effectivement, cette branche allemande n'a jamais existé. Le manuscrit chiffré, en revanche, aurait été rédigé par des milieux occultisants et rosicruciens anglais du milieu du 19e siècle. Donc, il y avait effectivement la volonté de se rattacher à une tradition ininterrompue qui remontait au phénomène des Rose-Croix du XVIIe siècle. Mais en même temps, lorsque il est apparu que Westcott avait forgé lui-même la correspondance avec la branche allemande du mouvement rosicrucien, on s'est dit, bon, tant pis, peut-être il n'y a pas ce rattachement avec une tradition rosicrucienne qui remonte au XVIIe siècle, mais peu importe, les pratiques magiques que nous utilisons fonctionnent tout de même, et donc on continue à les utiliser. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les groupes qui s'inspirent de la tradition de la Golden Dawn savent très bien que effectivement ce rattachement initiatique ininterrompu n'existe pas. Et pourtant, ils continuent à pratiquer la magie selon les rituels de la Golden Dawn. Tournant et retournant, en une spirale toujours élargie, le faucon ne peut entendre le fauconnier. Les formes se dissocient, le centre se dissout. L'anarchie sans limite est déchaînée sur le monde. Une marée obscure et sanglante monte invinciblement, et partout, le culte de l'innocence est aboli. Les meilleurs ont perdu toute foi, tandis qu'en les pires s'exalte une ardeur passionnée. Sûrement, quelque révélation est proche. Sûrement, le second avènement s'approche. Yeats, le second avènement. Alors, ce qui est étonnant, Jean-Pascal Roggio, c'est que dès qu'elle apparaît, pratiquement, je dirais, la Golden Dawn, apparemment, va rencontrer un écho assez profond et finalement un succès assez rapide. Et effectivement, il y avait énormément de littérateurs dans la Golden Dawn, notamment William Butler Yeats, qui a été prix Nobel de littérature, de poésie en 1920, je crois. Il y a eu des grands auteurs de fantastique comme Arthur Marren, on dit aussi Algernon Blackwood, Bram Stoker qui a écrit Dracula. En fait, il y a eu beaucoup de grands littérateurs qui en ont fait partie. Il y avait quelques scientifiques, mais c'était rare. Il y avait Crookes, par exemple, vous savez, celui qui a inventé le fameux tube Crookes, qui sert, je crois, maintenant dans les écrans vidéo encore. Et c'est vrai que la Golden Dawn a eu du succès parce que c'était un ordre qui s'axait essentiellement sur une pratique de l'ésotérisme et qui voulait redécouvrir des aspects occultes, pratiques, opératifs, comme on dit, mais plutôt dans la tradition occidentale. Alors, c'est un des paradoxes de voir que cette époque où apparemment le scientisme, le positivisme triomphe, est également en fait l'époque où l'occultisme triomphe aussi. C'est un peu une espèce de pendant. Je veux dire que finalement, ça n'a pas tellement changé. Finalement, on en est encore un petit peu là aussi aujourd'hui, hein, malgré. Il y a toujours eu ces deux courants, ces deux tendances qui se sont finalement non pas vraiment affrontées, mais qui sont parallèles plutôt.
c'est pas un hasard que la Golden Dawn soit née en Angleterre. Il faut bien comprendre que la religion anglicane, malgré certains aspects un peu rigides protestants, en fait, a permis l'éclosion avait permis en fait depuis longtemps l'éclosion des doctrines ésotériques parce qu'elle était quand même moins inquisitoriale, moins dictatoriale, je dirais, que la religion catholique. Il n'y a pas eu véritablement d'inquisition en Angleterre. Alors, je ne vais pas remonter dans le temps, mais en fait, les Rose-Croix en Allemagne, vers 1620, lors de la guerre de 30 ans, avaient quand même trouvé un refuge en Angleterre, notamment dans les milieux maçonniques. Vous avez été relativement bien accueillis. Maintenant, c'est vrai que la Golden Dawn est souvent associée à un espèce de retour du paganisme. En fait, on ne peut pas dire que la Golden Dawn elle-même était véritablement un ordre complètement néo-païen. C'était plutôt une forme de syncrétisme. Il y avait un peu de tout, il y avait du christianisme ésotérique, mais il y avait également un aspect très pseudo-égyptianisant, à cause de cette redécouverte, j'allais dire, ou de cette découverte en fait des doctrines du Moyen-Orient. Et puis alors, il y a une influence qui n'est pas négligeable, c'est les influences celtiques, notamment avec Yeats, avec William Sharp, qui était aussi un auteur celtique, qui a fait partie de la Golden Dawn, avec le grand ami de Yeats qui s'appelait Russell, connu sous le nom de A.E. Comme poète, et qui appartenait à la Société hermétique de Dublin. Donc il y avait une volonté un petit peu de revenir à une espèce d'identité très britannique, finalement, parce que tout ça c'est lié à l'Empire britannique, les Indes, l'Égypte, mais aussi le celtisme. Donc il y a peut-être une volonté de défendre quelque part une espèce d'identité culturelle dans un monde où le christianisme commençait quand même à cette époque à s'essouffler un petit peu, et où visiblement les doctrines chrétiennes classiques, j'allais dire, ne correspondaient plus aux aspirations des gens, enfin du moins d'une certaine élite. Oui, mais alors, précisément par rapport au christianisme, on a l'impression que la Golden Dawn, je dirais, est assez ambiguë, parce que vous parlez de Yeats, par exemple. Il y a des pages de Yeats dans lesquelles, à la limite, il dit que la religion chrétienne est finie et qu'on va retrouver le vieux fond celte. Bon, en même temps, évidemment, c'est lié à toute la revendication de l'indépendance irlandaise, bien entendu, et où on a l'impression que lorsqu'on s'intéresse au christianisme, en fait, c'est un christianisme, je dirais, hétérodoxe, c'est-à-dire à toute la tradition ésotérique, hermétique du christianisme. Oui, tout à fait. On ne peut pas dire que la Golden Dawn ait été réellement anti-chrétienne, par exemple, parce que dans l'ordre intérieur, on mettait beaucoup l'accent sur le mythe de Christian Rosenkreutz, mais aussi sur les aspects concomitants entre le mythe de Christian Rosenkreutz, par exemple, celui du Christ, et aussi celui d'Osiris. Et dans ce sens-là, en fait, on peut vraiment dire que la Golden Dawn est l'héritière des vieilles traditions ésotériques qui prétendent qu'il n'y a pas de rupture réelle entre le christianisme et puis les traditions de l'Antiquité, notamment des mystères de l'Antiquité. Et c'est quelque chose, ça c'est mon point de vue personnel, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, se vérifie aussi par les analyses historiques actuelles à propos des origines du christianisme. Et bien la Golden Dawn, en fait, ne voulait être simplement que le porte-drapeau, j'allais dire, de cette vieille tradition hermétique qui a continué, en fait, d'exister d'une manière cryptique pendant 2000 ans, quasiment. Ce qui est intéressant, Marco Passi, dans la Golden Dawn, c'est que, en tant que mouvement ésotériste, ce n'est pas, je dirais simplement, un mouvement ésotérique intellectuel, disons, qui essaie de faire de l'herméneutique, de prendre l'ésotérique au sens premier, fort du mot, c'est-à-dire de chercher le sens caché des textes, mais qui en même temps a une pratique magique tout à fait prégnante, tout à fait importante. La pratique magique de la Golden Dawn consiste en général à explorer une dimension cachée
qui se rapproche peut-être du mundus imaginalis dont a parlé Henri Corbin. Donc c'est une dimension alternative à la nôtre, mais qui n'est pas dépourvue d'objectivité, si vous voulez. C'est une dimension que nous partageons, même si nous ne la voyons pas avec nos yeux de chair. C'est une dimension que nous pouvons voir avec, par exemple, des visions et donc avec ce que nous pourrions appeler les yeux de l'esprit. Le but de cette exploration est finalement celui d'atteindre un épanouissement personnel. Ce but était appelé au sein de la Golden Dawn l'union avec le soi supérieur ou l'union avec le génie supérieur. Il s'agissait donc d'arriver à un épanouissement de notre esprit, à un épanouissement de notre psyché, et finalement se transformer, se transmuter en des êtres supérieurs, des êtres meilleurs. Et c'était un but finalement tout à fait individualiste, tout à fait personnel. Même si les rituels étaient pratiqués en communauté, le but de la pratique magique restait tout de même individuel. Un escalier tournant, une chambre à la voûte de pierre, une cheminée de pierre grise au foyer ouvert, une chandelle et la page écrite. Le platonicien d'Il Penseroso poursuivit son labeur dans une telle salle, dépeignant comment, dans un délire sacré, l'esprit imagina tout ce qui existe. Yeats, ma maison. Alors, la Golden Dawn en tant qu'elle-même, donc c'est un ordre ésotérique et qui se donne bien en tant qu'ordre, donc ce qui suppose, je dirais, une hiérarchie, une structuration et une vie interne de cet ordre. Oui, c'est vrai que la Golden Dawn, une de ses caractéristiques du mot au départ, c'était que c'était un ordre absolument ultra secret. Ça faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, la Golden Dawn est devenue un mythe. On en parle beaucoup et ça a beaucoup influencé notamment les courants de pensée ésotériques ou pseudo-ésotériques, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, anglo-saxons et notamment américains. Mais à l'origine, il était très difficile de rentrer dans la Golden Dawn parce que c'était un ordre qui n'était absolument pas public. Et en fait, par exemple, les membres qui étaient invités à y rentrer ne savaient même pas son nom au départ. Elle se recrutait essentiellement parmi des francs-maçons de haut grade. Et du côté des femmes, elle recrutait essentiellement dans les milieux de la théosophie, notamment de ceux qui appartenaient au cercle ésotérique de la société théosophique. Et alors c'est vrai, elle était très hiérarchisée. En fait, elle suivait les structures d'un ordre rosicrucien beaucoup plus ancien qui était la Golden und Rosenkreuz, c'est-à-dire l'ordre de la Rose-Croix d'Or allemande du XVIIIe siècle, qui était souché aussi sur la franc-maçonnerie. Et donc elle était composée en 10 grades, qui étaient des grades qui étaient liés à une certaine forme de connaissance, bon, très liée à la Kabbale aussi, enfin une forme de Kabbale qui n'est pas vraiment la Kabbale juive, mais qui est une Kabbale dite chrétienne, provenant de la Renaissance. Et elle était structurée d'une manière assez particulière dans le sens où chaque temple était autonome et était dirigé par une triade, 3 personnages, un imperator, un prémonstrator et un cancellarius. Alors l'impérator était chargé, je dirais, de la direction générale de l'ordre, enfin du temple, plus exactement. Le cancellarius était chargé, disons, de la trésorerie, de l'administration du temple. Et puis le prémonstrator était chargé de l'enseignement ésotérique. Donc chaque temple était autonome, mais ça c'était la structure de l'ordre extérieur, parce qu'il existait, à l'intérieur de la Golden Dawn, il existait plusieurs ordres. Il y avait un ordre extérieur, et quand on parle de la Golden Dawn, qui veut dire donc aube dorée, c'est l'ordre extérieur dont il s'agit, qui comporte donc en fait 5 grades, néophyte, zélator, théoricus, practicus, philosophus. Et puis ensuite, on rentrait dans un ordre intérieur, beaucoup plus fermé, qui comportait 4 grades, seigneur du portail, adeptus minor, adeptus major, adeptus exemptus, et qui était un ordre qui se référait directement à la Rose-Croix, qui s'appelait donc l'ordre de la Rose rouge et de la Croix d'Or, Rosea rubea et aurea crucis. Et théoriquement, l'ordre se finissait au grade adeptus exemptus. Il existait un 3e ordre mythique
un petit peu, je dirais, légendaires, invisibles. On disait que c'était les maîtres de l'invisible. Il y a l'influence de la société théosophique par des Mahatmas, des maîtres de l'invisible, etc. Mais en fait, il semble, d'après mes recherches, il semble que cet ordre existait réellement, mais qu'il était constitué donc d'hommes ou de femmes en chair et en os, mais qu'il était plutôt relié justement à l'ancienne Rose-Croix d'Or allemande. Mais c'est vrai que c'était très structuré et qu'il y avait une particularité dans la Golden Dawn unique, c'est que pour passer d'un grade à un autre, il fallait prouver qu'on était capable d'avoir compris et intégré la connaissance. Et donc, ça limitait quand même considérablement le nombre de membres. Et par exemple, il y avait un gros déchet au grade de néophyte où à peu près le tiers des membres étaient éliminés. Et ensuite, pour passer dans l'ordre intérieur, c'était pareil. Seul à peu près le tiers des autres membres arrivaient à avoir accès dans l'ordre intérieur. En fait, ça demandait quand même de la part des membres un travail assez conséquent, assez important, et qui était quand même d'un certain niveau culturel. D'une certaine façon, dans la Golden Dawn, est-ce qu'il n'y a pas l'apparition de quelque chose de nouveau, je dirais, de l'ordre du religieux, en le prenant au sens le plus général, qui est l'accentuation mise justement sur cet épanouissement personnel? Parce que d'une certaine façon, par exemple, pour un hindou qui se livre au yoga ou un hindou tantrique, l'épanouissement personnel en revient à la dissolution dans le grand soi. Parce que là, on a l'impression que vraiment la personne existe en tant que telle, et c'est bien quelque chose, je dirais, d'assez nouveau, d'une certaine façon moderne, qui fait apparition. Effectivement, cette notion d'épanouissement n'est pas très claire. Parce que je pense que finalement, la plupart des membres de la Golden Dawn étaient intéressés finalement à l'étude, bien sûr, de certaines traditions occultes, à la pratique magique. Mais finalement, quel était exactement cet épanouissement qu'ils cherchaient? Ça, c'est quand même un peu plus mystérieux, un peu moins clair. En tout cas, c'était pas la dissolution dans le grand soi, hein, comme dans le cas de l'hindouisme, ça c'est certain. Je crois que quand même, il y avait l'idée de garder sa propre personnalité. Donc, on voulait s'épanouir, mais tout en gardant quand même le sens de l'individualité de la personne. Dans le phénomène de l'occultisme de cette période, donc seconde moitié du 19e siècle, il y a le début de l'éclatement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éclatement du religieux, parce que finalement, ces groupes occultistes pratiques, effectivement, ont des pratiques de type individuel, voire individualiste. Et donc, l'idée de la communauté résiste au niveau, effectivement, de la pratique, parce qu'il faut être avec d'autres personnes pour pratiquer ces rituels, mais finalement, le but n'est plus communautaire. Et je pense que c'est là qu'il y a l'origine de ce qu'on voit aujourd'hui dans le Nouvel Âge, par exemple, dans des phénomènes de la nouvelle religiosité contemporaine. Verser le vin et danser, s'il est encore quelque fierté dans l'état d'homme. Apporter des roses, si les roses sont encore en fleurs. La vapeur monte de la cataracte au flanc de la montagne. Rosie Cross, notre père, est dans la tombe. Baisser les stores, apporter violons et clarinettes. Que les pas de tous retentissent dans la salle. Que les baisers et le vin mouillent toutes les lèvres. Rosie Cross, notre père, est dans la tombe. En vain, la clameur de la cataracte monte toujours. Le cierge éternel éclaire les ténèbres. La sagesse universelle, enfermée dans ses yeux d'onyx. Rosie Cross, notre père, dort dans sa tombe. La tombe de la montagne, Yeats. Une des caractéristiques de la Golden Dawn, c'est que non seulement elle met l'accent sur la connaissance, bon,
je vais dire un peu de type presque, pas académique, mais presque. Mais c'est pas suffisant. Il fallait pratiquer également. Et alors, il y a c'est ça qui a fait, je pense, le mythe de la Golden Dawn, c'est qu'en fait, les membres de la Golden Dawn recrutaient non seulement, enfin, recrutaient deux types de personnes, de personnalités. Soit des gens extrêmement cultivés, soit ce qu'ils appelaient en anglais des psychiques, si vous voulez. C'est-à-dire des gens qui avaient des dons psychiques. Par exemple, des dons, je ne sais pas moi, de voyance, de télépathie, de dédoublement, etc. Alors ça, c'est très très britannique. Il faut comprendre aussi que c'est encore un peu la règle, d'ailleurs, en Angleterre. Donc il y avait un aspect extrêmement ésotérique dans la Golden Dawn qui n'est pas uniquement lié à la connaissance, même par exemple de type maçonnique, qui est simplement de méditer sur des symboles, etc. On se servait par exemple de ces symboles à travers des rituels pour avoir accès à une autre dimension de la réalité, à un autre espace de la conscience, une autre conscience de l'espace-temps également, je dirais. Et dans ce sens-là, la Golden Dawn est assez fascinante parce que quelque part, c'est le dernier maillon de la chaîne ésotérique j'allais dire, de la magie traditionnelle ancienne, et en même temps, elle a un côté un petit peu moderne. Elle est vraiment à la charnière, en fait, entre deux époques, le 19e siècle et le 20e siècle, et c'est une des dernières sociétés réellement ésotériques. Et par certains aspects, la Golden Dawn est très mystérieuse, effectivement. J'entends par là que, par exemple, certains de ces aspects, au niveau pratique opératif, ressemblent plus à ce qui est décrit dans les livres de Castaneda qu'autre chose. Vous voyez ? Sur le plan purement ésotérique. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Je veux dire que les pressions sociales étaient encore trop fortes, peut-être encore à cette époque-là, et ça a donné lieu à de nombreux problèmes d'ego, de lutte de pouvoir, etc., qu'on retrouve sans arrêt, d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les groupements pseudo-initiatiques ou même maçonniques ou autres, parce que justement, le travail, il manquait quand même quelque chose un petit peu à la Golden Dawn. C'est une dimension, je dirais, d'un travail sur soi-même, une dimension un peu psychologique ou psychanalytique, qui a été amenée par la suite. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans la Golden Dawn, c'est que quelques-uns de ses membres ont été parmi les premiers précurseurs de la psychanalyse. Ont suivi le mouvement psychanalytique de Freud qui naissait à l'époque. Notamment Dion Fortune, par exemple. Et puis aussi, on a un représentant illustre en Amérique avec le docteur Israël Regardie qui a publié les fameux documents de la Golden Dawn, mais qui était lui-même psychothérapeute, qui se raccordait plutôt à l'école de Reich, d'ailleurs, de Wilhelm Reich, et qui a insisté sur cet aspect de maîtriser les aspects du psychisme d'abord dans l'homme pour pouvoir faire un travail réel sur le plan magique, entre guillemets. Alors, il y a un élément qui caractérise la Golden Dawn en partie, Jean-Pascal Routjou, c'est le rôle des femmes, qui est sans aucun doute dû, d'une part aux circonstances dans lesquelles naît la Golden Dawn, mais aussi peut-être au fait que, je dirais, d'un point de vue ésotérique, ou d'un point de vue symbolique, d'un point de vue métaphysique même, la femme est conçue d'une manière très particulière. Oui, alors d'abord, il faut bien comprendre que la Golden Dawn a été le premier ordre ésotérique à admettre les femmes à égalité, en tant qu'ordre magique, ce qui était assez exceptionnel. Mais il faut bien comprendre aussi les circonstances de l'époque. C'était l'époque où les femmes anglaises luttaient pour leurs droits civiques. Le Women's Lib, le Front de libération des femmes. Et elles ont rencontré un écho favorable dans la Golden Dawn parce que des personnes, les chefs de l'ordre comme Westcott ou Mathers, étaient très très favorables aux femmes. Et ils défendaient le droit des femmes avec elles, dans les meetings politiques. Notamment parce qu'effectivement ils admiraient un certain nombre de femmes exceptionnelles de leur époque, par exemple Madame Blavatsky, et qu'ils estimaient que la femme devait jouer un rôle effectivement au niveau ésotérique également, qu'elle avait un aspect sacré en tant que prêtresse en quelque sorte. Enfin, ça allait quand même un peu plus loin que cela, parce que par exemple l'une des chefs de l'ordre de la Golden Dawn, de l'ordre intérieur, a été, après le départ de Mathers pour Paris, a été Florence Farr, qui était une femme absolument extraordinaire, qui est pas très connue en France, mais qui était très connue en Angleterre à cette époque-là, qui était une actrice célèbre.
une grande actrice, un petit peu, si vous voulez, la Sarah Bernhardt de l'époque pour les Anglais. Hein. Et Florence Farr était une femme tout à fait admirable, qui avait une grande connaissance ésotérique, et qui était une femme également réputée pour sa liberté sexuelle. Elle avait divorcé de son mari qui était aussi acteur, et bon, elle avait une liste d'amants, mais célèbres, notamment Bernard Shaw, l'humoriste Bernard Shaw. Elle a eu aussi comme amant William Butler Yeats, et c'était une femme vraiment tout à fait remarquable, extraordinaire, qui s'intéressait aussi bien à l'égyptologie qu'à l'alchimie. Elle a dédié la fin de sa vie à enseigner en Inde aux enfants défavorisés. Hein, elle est partie en Inde. Et il y a eu aussi évidemment l'épouse de MacGregor Mathers, Moina Mathers, qui était de son vrai nom Moina Bergson, c'est-à-dire la sœur du fameux philosophe Henri Bergson, qui était venu s'établir en France. Donc Moina Bergson était une artiste, et ce que peu de gens savent peut-être, c'est que Bergson s'intéressait aux phénomènes ésotériques et occultes, et qu'il était président de la Psychical Research Society à Londres, hein, qui s'intéressait donc aux phénomènes paranormaux et occultes. À cette époque-là, on peut dire que quand même la Golden Dawn était très en avance sur son temps par rapport aux autres sociétés qui existaient. C'était une société ésotérique qui était assez progressiste, et qui, même sur le plan politique, par exemple, était assez progressiste. Parce que la plupart des membres de la Golden Dawn étaient plutôt, j'allais dire, socialistes, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, ce qu'on peut penser. Hein. Pas tous, évidemment, mais la plupart d'entre eux étaient pour les réformes sociales, vous voyez, pour le droit social. À la civilisation moderne telle que nous la connaissons et telle qu'elle se développe, Marco Passi. Apparemment, il y a une Golden Dawn qui continue avec une sorte de filiation ésotérique, si l'on peut dire, depuis la Golden Dawn originelle. Et puis, elle se répand de plus en plus à travers les moyens de communication modernes, comme s'il y avait une mutation, et à la limite, on peut être de la Golden Dawn sans même être affilié à l'ordre en tant que tel. Aleister Crowley a été le premier à publier les rituels en 1910. Avant lui, la seule façon d'avoir connaissance de ces rituels était se faire affilier à l'ordre de la Golden Dawn. À partir de ce moment-là, il suffisait d'acheter des livres, d'acheter des revues et de pratiquer les rituels qui étaient publiés dans ces livres et dans ces revues. Évidemment, après Crowley, il y a eu d'autres personnes qui ont continué à publier des rituels de la Golden Dawn. Donc aujourd'hui, je pense que presque tout a été publié au niveau des rituels, au niveau des enseignements. Et cela déjà depuis un certain nombre d'années. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a l'Internet. L'Internet a contribué beaucoup et contribue beaucoup aujourd'hui à répandre ces idées, à répandre les rituels. Et la chose intéressante est que ça peut se faire partout dans le monde. Donc en Afrique, au Japon, en Amérique latine, tout le monde peut avoir connaissance de ces rituels, de ces choses-là. Et il y a probablement aussi une mutation épistémologique qui est en train d'arriver. Parce que aujourd'hui, on peut être en contact avec d'autres personnes dans le monde qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même volonté de pratiquer des rituels occultistes. Et par le biais de l'Internet, donc, se connecter avec ces autres personnes. Et il y a peut-être la redécouverte d'un élément communautaire qui était en voie de disparition, peut-être. Mais en même temps, est-ce qu'on ne se trouve pas dans une situation alors tout à fait nouvelle, dans laquelle, je dirais, on se retrouve avec des pratiques qui sont de l'ordre du virtuel, alors que normalement, les pratiques étaient de l'ordre du réel. Et on parle beaucoup de sexe virtuel. Je me demande si on ne va pas vers un occultisme virtuel, une magie virtuelle aussi.
Évidemment, il faudra des logiciels et des outils informatiques un peu différents, parce qu'aujourd'hui, il est encore difficile, je pense, organiser un rituel virtuel par Internet. Mais désormais, vous pouvez communiquer avec des gens par Internet en voyant et en parlant avec eux. Donc, de là à organiser un rituel par Internet, le pas n'est pas grand. Où donc est-il, celui qui rêva que la beauté passe comme un songe? Pour ses lèvres rouges et leur orgueil désolé de ce que l'ère des merveilles soit close, Troie s'évanouit dans la haute lueur d'une torche funéraire, et les fils d'Usna moururent. Nous, et le monde où l'on peine, nous passons. Parmi les âmes des hommes, qui ondoient et fuient comme les pâles eaux ruisselantes de l'hiver, sous les étoiles éphémères, écume des cieux, vit et demeure cette présence solitaire. Inclinez-vous, archange, dans votre pâle séjour. Avant que vous ne fussiez ou qu'aucun cœur ne battît, lasse et douce, elle attendait auprès du trône de Dieu. Il créa le monde, afin que l'herbe fût pour elle un chemin où poser ses pieds errants. Yeats, la rose de l'univers. Dans la Golden Dawn, il y a une chose que moi je n'aime pas beaucoup et contre laquelle plutôt j'ai combattu, c'est un petit peu ces notions de Mahatma, de maître, vous savez, invisible, qui était très à la mode à l'époque de la théosophie, qui ont donné lieu quand même à des dérives un peu dangereuses à mon avis. Hein. Bon. Et donc la Golden Dawn en tant que telle, jusqu'en 1900, n'a pas réellement dévié, mais ensuite elle a éclaté. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un schisme à l'intérieur de la Golden Dawn. Elle a éclaté en différents ordres, et certains de ces ordres ont pu commencer à donner naissance à des dérives sectaires. Alors, comment peut-on expliquer les dérives sectaires ? Bien, c'est très simple, c'est qu'à partir du moment où la connaissance ésotérique n'est plus comprise, qu'elle est vulgarisée, elle dérive très facilement dans des phénomènes sectaires. Et à ce sujet-là, je voudrais dire un mot. Je voudrais dire que les gens confondent beaucoup les ordres initiatiques authentiques et les sectes. Et ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, il est facile d'entrer dans une secte et il est difficile d'en sortir. Tandis qu'il est difficile de rentrer dans un ordre ésotérique et qu'il est très facile d'en sortir. Vous comprenez ? Un ordre ésotérique ne cherche pas à recruter. En fait, il a un recrutement sélectif. Parce que il fait justement attention un petit peu au nombre de personnes, à la qualité des personnes qui veulent faire entrer. Il est exigeant par rapport à ces critères. Et il évite justement de faire entrer des gens qui ne sont pas équilibrés psychiquement. Et je veux dire que ce phénomène des sectes, que à juste titre d'ailleurs aujourd'hui on dénonce, eh bien ce n'est pas totalement la responsabilité des sectes, je veux dire c'est la responsabilité des gens aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on propose à la plupart des gens une démarche ésotérique, ça ne les attire pas réellement. En fait, les gens sont demandeurs, si vous voulez, des sectes. C'est une réalité que j'ai pu expérimenter, si vous voulez, moi-même. C'est que les gens veulent avoir des certitudes. Donc, les dogmes les rassurent plus. C'est plus facile de rentrer dans une secte où on vous dit, voilà, la vérité, c'est ça, il faut suivre ça, et puis on va résoudre tous tes problèmes, etc. Alors qu'un ordre initiatique, c'est pas du tout ça. C'est tout le contraire. En fait, dans un ordre initiatique, vous êtes dans une quête. Il y a un questionnement, c'est une voie qui est loin d'être facile, et on ne vous promet pas non plus monts et merveilles. Au contraire, on vous dit c'est une voie difficile, c'est la voie du guerrier, hein, symboliquement. Et je crois que le problème des sectes aujourd'hui est lié au fait que les gens ne sont pas satisfaits de leur vie, mais qu'ils veulent avoir des réponses un petit peu trop faciles finalement.